Bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Sur RFA, nous avons 3 longueurs d'onde, 88.3, 93.6, 105.9. Vous pouvez suivre les émissions sur rfaradio.fr et bien sûr en direct sur la page Facebook pour les premières parties, à savoir information internationale, information nationale. En ce qui concerne la deuxième partie de l'émission, elle est en direct sur les ondes et sur Internet, mais vous pouvez y participer en téléphonant au 03 14 03. Donc, comme d'habitude, nous avons retenu 2 points d'actualité et une partie des constructions. Les points d'actualité concernent la mafia financière internationale et, en deuxième lieu, l'actualité de la France-Afrique. Pour ce qui concerne la déconstruction, nous allons nous attaquer à la perception que nous avons de la justice, de l'état de droit et de la souveraineté des peuples. Ce sera d'ailleurs une conséquence des 2 premiers points d'actualité. Alors, concernant la question de la mafia financière internationale, d'abord, il faut retenir que ces médias, les empires médiatiques aux ordres du système, nous ont servi une campagne cette semaine pour dire qu'une révolution historique avait eu lieu et que désormais il y aurait un meilleur contrôle de la circulation des capitaux. C'est vraiment le monde économique qui va changer de base. En effet, 136 pays ont signé un accord pour taxer les GAFA sur la base de 15%. Alors, je ne sais pas s'il faut qualifier cela de tempête dans un verre d'eau ou bien de bataille de chiffonnier, suivant les aspects que je vais développer. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une fameuse escroquerie intellectuelle qu'on nous sert, puisqu'il ne s'agit absolument pas d'un bouleversement sérieux, valable, conséquent dans les circuits monétaires. Et ce n'est certainement pas une remise en cause de la mainmise des mafias de la finance sur l'économie mondiale. En effet, ces 136 pays ont signé un accord pour que tous taxent les grandes multinationales comme les GAFA, Google, Amazon, Facebook, sur une base de 15% des profits qu'ils font dans un pays. Ah, c'est vraiment, enfin, on va avoir d'argent. Alors, pour ramener les choses à de justes proportions, on a évalué à 150 milliards d'euros, 150 milliards d'euros de recettes supplémentaires grâce à cet impôt qui devrait être imposé à partir de 2023. Retenez le chiffre, 150 milliards d'euros. Eh bien, cette fameuse taxation à 15%, en quoi est-ce une révolution? Il faut rappeler que la moyenne de taxation par les pays occidentaux est de 15%. Il y a quelques pays qui taxaient à 12,5%, comme l'Irlande, ce qui faisait que beaucoup de gens allaient investir de préférence dans ces pays-là pour avoir un peu moins d'impôts à payer. Mais dans le cas de l'Irlande, c'est 2,5% de plus sur les profits que font les entreprises dans ce territoire. Quel changement fondamental cela constitue en matière d'économie? Il faut rappeler il faut rappeler que tous les pays qui ont signé cet accord-là sont d'accord sur le principe de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas ça qui est remis en cause. Eux tous sont d'accord pour qu'une société de leur pays ait le droit de choisir, d'investir dans le pays où on les taxe moins. Alors là, c'est là qu'on parlait de bataille de chiffonnier. Certains pays voient que l'Irlande prend un petit peu plus qu'eux. Mais non, je veux ma part de ce petit gâteau-là. Mais par rapport aux masses financières et aux profits des multinationales en question, ce sont des gouttes d'eau qui ne vont pas affecter les profits
des multinationales. C'est simplement une volonté de certains pays d'avoir un petit peu plus sur la part qu'un pays avec un taux inférieur peut recevoir. Mais alors, ça ne remet pas en cause, on a dit, l'optimisation fiscale, ils vont continuer à le faire, mais ça ne touche sûrement pas aux possibilités que les multinationales dévient leur profit pour ne pas enrichir les États. Alors, la répartition, comment ça va se faire? On prend le cas de l'Irlande que j'ai cité déjà. On taxe à 12,5. Désormais, on va taxer à 15%. Cet argent-là sera réparti. Une partie ira aux pays dans lesquels les dites multinationales ont l'essentiel de leur activité et normalement font le plus de profit, et profit qu'ils vont déclarer dans des sociétés filiales des pays qui taxent moins. Donc, on va répartir ce qu'ils vont gagner en plus pour reverser une part des profits aux États. Ils en ont bien besoin puisqu'ils défiscalisent. Où ces multinationales ont leur activité principale. Et puis une petite part va rester pour le pays qui aura surtaxé. Mais des organisations non gouvernementales comme Oxfam ont fait un calcul pour dire que cela va encore enrichir les pays les plus riches, que les pays les plus pauvres, où il existait des taux de fiscalité plus bas, avec ce système de répartition, ne vont gagner que 3% de la fiscalité supplémentaire. Donc, beaucoup de tapage, mais rien n'est réglé. Alors, pour parler de la réalité des chiffres, on a dit que ça va rapporter aux 136 pays 150 milliards d'euros. Mais savez-vous, en une année, à combien on évalue les capitaux qui vont dans les paradis fiscaux où là, l'État ne voit rien du tout? Eh bien, pour cette année, on évalue autour de 13 000 milliards de dollars. On voit que ce n'est pas le monde de la finance qui est révolutionné dans cette affaire. Et justement, l'autre information qui nous intéresse cette semaine, qui nous a intéressé cette semaine, c'est le scandale des Pandora Papers. Alors, on se souvient qu'il y a 5 ans, je crois, il y a eu le scandale des Panama Papers. On avait révélé que dans les paradis fiscaux, il y avait un trafic qui se faisait. Les grandes multinationales créaient pas seulement les multinationales, les milliardaires, les riches, créaient des sociétés fantômes dans le paradis fiscal où ils faisaient transiter leurs capitaux pour ne pas avoir à payer un centime, un copec, un rouble d'impôt. Et donc, le scandale avait éclaté et on avait vu qu'il y avait des cabinets spécialisés d'avocats qui structuraient avec la complicité des banques, de toutes les grandes banques occidentales, de façon à masquer les écritures pour que les profits des grandes multinationales ou les revenus des personnes riches puissent aller se cacher dans ces paradis fiscaux. Alors, on a parlé, on a dit qu'on allait prendre des mesures, etc. Mais absolument rien n'a changé dans la réalité des paradis fiscaux. Et justement, il y a un consortium international de journalistes d'investigation qui a fait un travail pour révéler qu'il y avait un autre scandale qu'il pouvait démontrer. On a dénommé ça Pandora Papers, et dans lequel plusieurs milliers de personnalités politiques, religieuses, publiques, de rois, etc., et utilisaient les paradis fiscaux pour casser des sommes énormes. Alors, on a compté, par exemple, 300 responsables publics. On a des premiers ministres, on a des chefs de parti, 35 chefs d'État, dont certains sont à la tête d'institutions qui dénoncent la corruption et qui disent qu'il faut lutter contre les paradis fiscaux. Mais eux-mêmes, on compte 130 milliardaires directement mis en cause.
Alors, pour montrer l'importance de cette affaire-là, parmi les noms qui ont déjà été cités, par le roi du Maroc, etc., mais on a parlé de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn était directeur du Fonds monétaire international. Sa succession a été prise par Christine Lagarde, qui elle-même était impliquée dans le scandale avec défunt Bernard Tapie pour surpayer avec l'argent de l'État et régler des problèmes judiciaires. Donc, on a des premiers ministres, on a des gens qui sont aux commandes des politiques gouvernementales et qui elles-mêmes pratiquent l'évasion fiscale. Comment peut-on croire que le système tel qu'il est conçu, organisé, pourra permettre le développement de politiques alternatives? Parce qu'il faut savoir que créer des sociétés ou bien acheter des sociétés déjà existantes dans les paradis fiscaux, ce n'est pas illégal. Dans tous les pays, ils ont le droit de le faire. Alors, comment ça se passe? On achète une société déjà existante qui n'a aucune pratique, aucune réalité. On met un prête-nom, on met quelqu'un qui n'a aucune compétence. Il paraît qu'il y a des gens qui sont garagistes, chômeurs, qui se retrouvent PDG de ces sociétés, qui brassent des millions de dollars, d'euros, et qui investissent. Alors, c'est légal. C'est légal. Il n'y a aucun moyen d'empêcher ça. Et alors, ça explique que les paradis fiscaux sont le tremplin de toutes les organisations mafieuses, des groupes terroristes, pour acheter des armes, pour faire les trafics de drogue, l'industrie du sexe, les courants de traite humaine qui organisent les migrations dangereuses, etc. Donc, c'est légal. Quand on vient nous dire qu'il y a une révolution qui s'est faite dans la circulation des finances, parce qu'on se met d'accord pour taxer à 15% la moyenne actuelle, et puis qu'on ne prend pas de dispositions légales pour poursuivre les cabinets d'avocats, les banques qui sont impliquées dans ce trafic-là, ou tout simplement qu'on ne prenne pas des lois pour interdire l'achat ou la vente de sociétés offshore. Donc, c'est n'importe quoi. Et il faut bien comprendre que les gens qui développent l'illusion qu'on pourra développer un pays, créer une entreprise, et en restant dans le système actuel, ce sont des charlatans. Quand on fait toute une propagande pour dire « ouais, vous n'avez pas de travail, créez votre entreprise », oui, l'innovation, les banques n'aident pas ceux qui ne font pas partie de la mafia. Vous le savez bien. Les banques spéculent. Elles investissent où ça rapporte de l'argent. Elles n'investissent pas là où des gens ont besoin de créer une activité saine, de développer une économie endogène, etc. Ce n'est pas vrai. Les économistes, les journalistes, les politiques qui viennent développer ce langage-là se font complices du système. Alors, quand même une petite précision. Pourquoi il y a des contradictions entre ceux qui vont baisser le taux de fiscalité et ceux qui restent quand même à 15 ou qui veulent augmenter? Pourquoi? Parce que le pays, il est d'accord pour l'optimisation fiscale. Il est d'accord pour que toutes ces entreprises aillent dans les endroits où on ne les prélève pas, mais dans le cadre légal. Or, dans le cadre légal, le pays où le taux de fiscalité est plus bas va attirer plus de capitaux. Ah, ça leur pose un problème parce que eux, qui ont une économie, qui ont des infrastructures à développer, qui ont une industrialisation à colmater, ils ont besoin aussi d'attirer des capitaux. Donc, ça les gêne qu'un pays puisse mieux attirer. C'est là qu'on parlait de bataille de chiffonniers. Et de toute façon, il n'y a aucun moyen de développer une économie responsable dans un tel système. Alors, il y a quand même, dimanche dernier, j'ai parlé de la
mondialisation et de la globalisation, il y a quand même un incident qui s'est fait cette semaine-là qui doit nous interpeller. C'est la fameuse panne géante de Facebook, des réseaux sociaux globalement, Messenger, WhatsApp, Instagram, paralysés pendant 6 jours. Alors, on a dit que c'est un changement de logiciel. Bon, certains, je mets entre guillemets, complotistes, disent qu'on avait besoin de moments pour nettoyer les réseaux sociaux du contenu qui gêne. Parce que vous savez qu'il y a une campagne qui a été faite pour interdire des vidéos YouTube, pour bloquer des comptes Facebook, j'en avais déjà parlé, qui mettent en cause l'offensive des multinationales pour vendre du vaccin expérimental, pour l'imposer. Et donc, on va cacher tout ce qui peut gêner cette propagande-là. Il y a la censure normale qu'on peut faire dans les médias. Par exemple, quels médias avez-vous entendu dire que la semaine dernière, 4 pays d'Europe du Nord ont bloqué la vaccination par Moderna et que leurs savants ont signalé que beaucoup de cas où les jeunes qui ont reçu cette dose de vaccin-là ont eu des infections du myocarde. Non, je ne vais pas parler de ça. De même que troisième dose, vous n'entendez pas que l'OMS déconseille fermement l'attribution de troisième dose, l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a cette censure-là. Mais comme les réseaux sociaux permettent à des informations de circuler, il y a le travail de blocage illégal qui a été fait. Et donc, nos fameux complotistes, que je mets toujours entre guillemets, disent qu'il y a une opportunité pendant ces 6 jours-là pour faire un nettoyage parce qu'au bout du compte, il y a beaucoup de pages qui n'ont pas réapparu. Mais au-delà de cette affaire de censure, ça nous montre que dans la mondialisation, le fait que les technologies de communication soient possédées par les mêmes multinationales qui, soit dit en passant, sont impliquées dans la mafia financière dont nous parlons plus haut, donc que ces moyens étant concentrés entre leurs mains, on peut, au-delà de la censure, avoir le problème global de l'information. Parce que tous les médias autres que réseaux sociaux ont des comptes et développent de plus en plus leurs canaux d'information par ces réseaux-là, en priorité sur les chaînes de télévision habituelles, le papier presse, etc. Et tous ces médias-là ont été affectés pendant ces 6 jours-là et disaient que si ça devait continuer, c'est tout le circuit de l'information mondiale qui serait paralysé à cause de cette globalisation. Et ajouter qu'il y a les communications liées aux activités professionnelles, aux activités de soins, de santé publique, etc., etc. Donc, ça, on ne peut pas vivre dans une telle dépendance technologique. Je ne parle même pas des possibilités de cyberattaque. Parce que s'il y a eu ce blocage à cause d'un changement de logiciel, on connaît la puissance des hackers, des cybercriminels, et donc du pouvoir terroriste qui est entre leurs mains et qui risque de paralyser la planète. Donc, quand on a dit ça, pour conclure sur cette information, il faut dire que cela doit nous amener à comprendre que le système doit être éradiqué. Que l'indépendance, que ce soit du point de vue de la technologie, de la communication, etc., doit être une priorité. Que la construction de circuits économiques, de réseaux économiques déconnectés du système actuel, c'est également une condition indispensable pour toutes sortes de développement et de résorption des inégalités. Alors, j'en arrive à la deuxième actualité qui a retenu notre attention, c'est le problème de l'impérialisme français de la Centrafrique. En premier lieu, il y a eu cette affaire de clash diplomatique entre la France et l'Algérie. Le Waterloo français,
qui est habitué à faire des déclarations prétentieuses, arrogantes, oubliant que l'impérialisme français n'est plus ce qu'il était, qu'il n'a plus les moyens de faire son rococo, eh bien, ce Waterloo, M. Macron, se permet de réunir des gens pour leur dire que le régime algérien fait de la rente mémorielle, développe la haine des Français, etc. Il est prétentieux, mais quelque part c'est de la sottise parce qu'il n'est pas diplomate. Votre impérialisme est déjà décadent, vous allez faire l'intéressant, hein, et avec toutes les conséquences que cela vous implique. On se rappelle qu'avant ça, il avait déjà attaqué le Mali. Ce n'est même pas un gouvernement. Si on n'était pas venu, on vous aurait déjà tué. C'est nous qui vous avons... Cette prétention, cette arrogance propre à l'impérialisme français, donc a sévi concernant l'Algérie en prenant des propos absolument graves, intolérables. Alors, évidemment, le gouvernement algérien a réagi, premièrement en rappelant son ambassadeur, deuxièmement en interdisant le survol de son territoire par des avions militaires français, et troisièmement, en remettant sur le tapis les accords de coopération militaire qui existaient entre les deux pays. Bon, c'est dire que Macron n'est pas très conséquent en matière de développement diplomatique de son pays. Et donc, il y a ce premier élément-là qui a choqué tout le monde, qui a entraîné beaucoup de réactions, et puis il y a eu l'organisation du sommet de Montpellier. Comment croire ce monsieur-là, peut-il croire un instant que parce qu'il change le nom France-Afrique en Afrique-France, un seul individu sera assez imbécile pour croire que sa politique a changé? C'est mépriser l'intelligence humaine de croire ça. Puisque c'est monsieur, l'ancien colonialiste, qui décide de la forme que va prendre le sommet entre le continent africain et puis lui, Sa Majesté de la France. Et puis, je n'invite pas des chefs d'État. Je fais un sommet France-Afrique. Le chef d'État impérialiste français est là, mais les chefs d'État africains ne sont pas là. Je décide d'inviter, de lober votre autorité pour choisir quel genre de la société civile je vais inviter chez moi. Il y a un Africain qui a dit très bien, vous imaginez un sommet Togo-Europe, et puis le président du Togo décide qu'il invite les représentants des ONG françaises, il n'y a pas de visa. Bon. Donc c'est méprisant, et c'est une preuve que la Centrafrique n'a jamais été, que la France-Afrique n'a jamais été aussi réactionnaire qu'aujourd'hui avec Macron. Alors, cela ne s'est pas développé dans le sens qu'il souhaitait, parce que son arrogance lui fait oublier la montée de conscience de la jeunesse africaine. Et que les jeunes Africains qui sont venus là ont posé les problèmes. Il essaie de dire, oui, on voulait parler vrai, etc., oui, mais vous avez vu l'attitude de ce monsieur pendant que la jeune burkinabé lui faisait une leçon de morale et de respect, il ricanait. Il ricanait bêtement parce qu'il ne savait que faire. Ça s'est retourné contre lui. On a posé le problème du départ des bases militaires françaises. On a posé le problème de l'aide au développement qui est une escroquerie. Vous aurez certainement l'occasion de voir les différentes vidéos sur YouTube. Je n'insiste pas davantage sur ça. Mais ce que veut dire que ça s'est retourné contre lui. Parce que ça a mis à la face du monde en évidence le haut niveau de conscience de la jeunesse africaine. Et ça a permis d'évoquer les vrais problèmes en disant que ce n'est pas votre opération de communication qui va nous fermer les yeux. Alors, ceci dit, il y avait des gens qui étaient au service de cette mascarade et qui sont d'origine afro-descendante. À tel point qu'il y a des gens qui ont parlé de l'opération Bounty. Vous savez, Bounty, c'était
cette barre noire à l'extérieur, chocolat, et puis à l'intérieur du coco. L'opération Bounty. Alors, les Bounty sont allés à la botte de Macron. Et effectivement, le présentateur, jamais un président n'a été aussi éclairé. Bon. Il y a effectivement des flatteurs au service de l'impérialisme français. Mais cette stratégie choisie par des jeunes d'aller et de se confronter au discours de Macron était payante. C'est pour cela que l'attitude extrémiste de dire que tous ceux qui étaient là, c'était Bounty, ne correspond pas à une position valable, disons-le comme ça. Quel média a parlé du contre-sommet qu'il y a eu à Montpellier? On aurait dû donner autant de place au contre-sommet si on faisait de l'information. Parce qu'il y a des ONG, des organisations citoyennes de la société civile, non pas des individus choisis par Macron, mais des structures organisées de défense des intérêts des peuples africains qui ont organisé un contre-sommet pour dénoncer l'opération menée par Macron. On n'en a pas parlé. Donc, c'est pour montrer que l'opération a échoué, mais qu'il reste des combats à mener pour que la voix des mouvements alternatifs africains et en général du mouvement populaire soit entendue. Donc, voilà les deux informations que je souhaitais commenter. Et on va respirer quelques secondes avant de passer à la partie déconstruction. Voilà. Donc on va y aller. J'ai choisi ce thème-là après avoir entendu le directeur du CHU en Martinique, dans les médias qui répondaient à une question, on lui disait « Mais les Martiniquais n'acceptent pas que des gens subissent des sanctions parce qu'ils refusent de se faire vacciner. » Et monsieur répondait avec toujours l'arrogance qui caractérise les colonialistes français. De toute façon, la loi a été votée, on va l'appliquer. Mais est-ce que appliquer la loi suffit comme argumentation quand un peuple exige qu'on défende ses droits, ses intérêts légitimes, quand sa vie est mise sur un danger? Il faut quand même rappeler, pour que ce soit clair dans l'esprit de tous, qu'en Martinique, dans notre pays, il y a un moment où la loi disait que le nègre pouvait être vendu aux enchères. Quand vous alliez sur le marché de Saint-Esprit ou ailleurs, il y avait des placards, vendredi prochain, vente d'esclaves de 4 nègres, 3 négresses, 5 chevaux et 4 mulets. C'était la loi. La résistance contre cette loi, c'était un droit, un devoir inaliénable. Et de même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui traitent les anticolonialistes de ne pas respecter l'état de droit, etc. À l'époque, il y avait des gens qui disaient qu'on ne respectait pas la loi. Et heureusement qu'il y a eu des gens qui ont brûlé comme métier, qui poisonnaient bœuf et qui révoltaient pour qu'aujourd'hui, nous reprenons l'esclavage. Donc la loi, ce n'est pas une divinité, il y a des lois justes, il y a des lois injustes, il y a des lois qu'on doit combattre, dont on doit demander qu'elles éclatent, de même que les femmes combattent les lois au Texas qui veulent revenir sur le droit de contrôler leur corps. Nous avons le droit de refuser ces lois-là. Alors la loi, d'autant plus que de la démocratie occidentale, c'est le deuxième aspect de l'intervention de ce monsieur du CHU. Il y a des représentants qui ont été élus, qui représentent le peuple, qui ont été élus, ils ont pris une loi, donc il faut respecter, les autres doivent se plier. Dans la démocratie occidentale, dite représentative,
ceux qui font les lois, dans leur écrasante majorité, ne représentent pas la volonté des peuples. On sait que c'est par l'argent, la manipulation de sondage, la manipulation médiatique, la pression que la plupart d'entre eux arrivent au pouvoir. Et que le peuple ayant compris que le système est vicié, ne va pas participer à ce qu'il considère comme des mascarades. On ne peut pas reprocher au peuple de refuser de participer à des mascarades s'il sait que les dés sont pipés. Donc, ces gens-là ne sont pas représentatifs. Et si la majorité d'un peuple voit qu'il y a mépris de sa dignité, de ses intérêts, il a le droit de combattre ce soi-disant état de droit. On ne peut pas parler d'état de droit tant que cet état est fondé sur des inégalités, sur de la manipulation, sur la désinformation, comme c'est le cas pour ce qui concerne l'obligation vaccinale ou le pass. Il faut comprendre que dans ce système de dite démocratie représentative, non seulement ils ont les moyens de contrôler, mais même quand des alternatives arrivent à être au pouvoir, eux-mêmes ne respectent pas leurs lois pour décapiter la résistance populaire. La semaine, au début de semaine, on a parlé de Puigdemont, Carlos Puigdemont, ancien chef de la région autonome de Catalogne. Le bonhomme est poursuivi par l'État, par la monarchie espagnole, parce qu'il a organisé un référendum pour demander au peuple ce qu'il voulait. Et puis on l'accuse de détournement de fonds parce que la région a financé les bulletins de vote. Et puis il va en Italie, on le maintient en Europe, on discute sur son immunité parlementaire. Non, il n'y a pas possibilité de gagner l'éradication de ces injustices-là par le seul biais de la représentativité électorale. Donc ça, c'est clair. Alors, il faut dire que non seulement l'appareil institutionnel et avec les représentants élus donne une fin de non-recevoir aux revendications populaires, mais il faut voir que les institutions françaises sont actives pour empêcher toute contestation valable. On est en colonie, on est habitué. On a fêté récemment, on a commémoré récemment 1870. Ce sont des juges français, avec les lois françaises, qui ont condamné à mort des gens qui se sont justement révoltés contre des injustices du système. Et depuis, toutes les condamnations, les procès qui sont faits contre les militants anti-chlordécone, ça fait partie de harcèlement judiciaire pour empêcher au peuple de s'exprimer. Il y a un militant qui est convoqué pour un futur procès parce que dans une intervention, il avait dit aux policiers martiniquais, réfléchissez sur le fait que ce sont que des blancs qui sont à la tête et que vous faites partie du peuple. Il est poursuivi. Il est poursuivi pour ça. Est-ce que oui ou non, ce ne sont pas que des Français, des blanches qui sont à la tête de toutes les administrations françaises? Il n'a même pas le droit de dire ça. Donc, harcèlement, on prend le cas des trois qui ont été incarcérés. 3 personnes ont 16 mois, 10 mois, 9 mois de prison ferme, soi-disant parce qu'ils ont fait obstacle à la circulation, pris au hasard parmi 3 personnes, et ils sont en prison aujourd'hui. Ça, c'est de la loi de la justice? Non, c'est de l'exécution colonialiste d'un plan d'oppression qui est menée sur le peuple martiniquais. Vous avez entendu le résultat du procès de M. Benalla, le copain de Macron qui agressait des gens, qui mettait des bandeaux de policiers alors qu'ils n'en avaient pas le droit, qui avaient 4 passeports pour aller faire des trafics, etc. Quelques mois de prison avec sursis, je vois. 3 mois de prison avec sursis. Et puis, 6 mois de prison avec sursis. Et puis, vous avez 3 militants anti-chlordécone qui sont
qui manifestaient contre l'ouverture inconsidérée de l'aéroport, qui ont dit 10 mois, 16 mois et 9 mois de prison. On est en justice. Je pense aussi que mon travail créole, qu'on a condamné à 33 000 € d'amende parce qu'il n'a pas respecté la présomption d'innocence de quelqu'un qui a déjà reçu des sanctions administratives. Pour une condamnation de même nature, Mediapart avait été poursuivi pour diffamation par Vincent Bolloré. Il a eu quoi? 1500 € de dommages-intérêts. On a une justice coloniale. Donc, il n'est pas question d'accepter que des institutions jugées parties puissent nous imposer leur goût et leur couleur et au dépit de notre vie. En ce qui concerne la question de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire, nous l'avons répété et il est indéniable que le gouvernement français se cache derrière le prétexte sanitaire pour museler la population et que la majeure partie des mesures qu'il annonce ne sont pas de nature à lutter contre la propagation du virus, puisqu'en même temps, il ouvre les frontières. Donc, c'est un prétexte. Et les gens qui répètent de bonne foi doivent réfléchir pour ne pas reprendre les argumentations de l'oppresseur, du colonialiste. Heureusement, en Martinique, la division n'est pas aussi forte entre ceux qui se sont vaccinés et les autres, puisqu'il y a beaucoup de gens vaccinés qui viennent dans les manifestations contre l'obligation et le pass. Mais il nous faut comprendre qu'il y a un travail de désaliénation à faire pour nous comprendre que si le colonialiste dit ça, il n'est pas bon, fondamentalement. C'est clair, on n'a pas besoin de discuter. Macron dit ça, eh bien, il n'est pas bon. Ni un bagage derrière ça. J'entends cette semaine des gens qui disent Macron reparle de remettre la réforme de la retraite en chantier. On va supprimer les régimes spéciaux. On entend des malheureux, des gens du peuple français, devant les médias dire ah oui, mais moi, j'ai une très mauvaise retraite, donc il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des inégalités que des gens aient des régimes spéciaux. Mais enfin, c'est incroyable. La personne ne voit pas l'inégalité entre les gens qui touchent des milliards, qui les cachent dans les paradis fiscaux, les gens qui ont des millions, les journalistes qui viennent dire nos inégalités, et puis qui touchent 2000 € pour un journal télévisé, pour un journal télévisé. Ils répètent, ah oui, mais enfin, le docker a droit à la vie. On écoute le docker martiniquais parce qu'il touche 3000 €, tout ça, ouais. Combien touche 3000 € après combien de temps de carrière? Combien touche le dirigeant du port? Combien touche la compagnie de transport? Des millions et des millions d'euros de bénéfices annuels. Sur cette part-là, combien vont au docker? Ou seulement pour l'égalité, ou par les petits necks docker à toucher 3000 € et puis ça ne pose pas de problème éthique que les autres. Mais on nous gourmet pour une 5000 €. Ce sera toujours ça le prix sur l'ennemi. Et monsieur, il a payé soin. Il nous faut lutter contre ça. La propagande menée par ces gens-là, la rejeter et comprendre que c'est une confrontation directe, décisive qui est en train de se faire là. Il nous faut tout miser sur la résistance. Sur la résistance. Il faut refuser les mesures qui imposent des dictats. Non, ça n'aidera personne d'instaurer un pass sanitaire. Non. L'État français n'a qu'à prendre ses responsabilités pour mettre des hôpitaux au lieu d'envoyer des chars en Irak. L'État français n'a qu'à prendre de l'argent au lieu de défiscaliser les grandes multinationales pour désinfecter les lieux publics. L'État français doit accélérer la formation de militants, d'infirmiers, de personnel de la santé, de pompiers. Quoi qu'il en coûte, M. Macron, quoi qu'il en coûte, pour qu'immédiatement il soit opérationnel. C'est ça que l'État français doit faire.
L'État français ne doit pas empêcher un Martiniquais d'aller sur une plage, s'asseoir sur un tapis avec sa femme. Il faut être sur la plage active. C'est quoi ça? Ce sont des mesures idiotes, imbéciles, qui ne luttent pas contre la propagation du Covid-19. L'État français doit permettre que massivement les plantes médicinales soient diffusées. Ça n'a pas à faire aussi un monde mettre fait en plus. C'est à l'affaire des médecins de santé de venir sur les médias pour dire oui, vous pouvez prendre tel remède, mais ne mettez pas tant, comme on le fait pour les ordonnances de pharmacie. Et puis, des gens, le conseil de l'ordre des médecins menace une infirmière parce qu'elle a fait un clip pour donner son vécu. On va vous poursuivre, vous n'avez pas le droit de déconsidérer la profession. Qui êtes-vous, monsieur? Il faut rentrer en résistance. Il faut absolument, de façon responsable, nous battre pour le respect de toutes les mesures qui favorisent le développement de la pandémie. Il nous faut nous battre pour que l'information circule sur les moyens dont nous disposons immédiatement pour renforcer nos défenses immunitaires. Mais au-delà de cette discussion sur la question du coronavirus, je parle parce que on s'en sert pour renforcer la fascisation de la société et la domestication du peuple martiniquais pendant qu'on détruit le tissu économique endogène, qu'on prépare l'accélération du génocide par substitution. C'est pour ça que j'en parle. Mais au-delà de ça, au vu de ce que j'ai dit par rapport à la mafia du monde financier, par rapport au Panama Papers, par rapport à la dictature des technologies aux mains des multinationales, il nous faut comprendre que là maintenant, on est au pied du mur. Hein. C'est soit on se bat pour notre pays, soit on accepte de le perdre, soit on reste esclavagisé à perpétuité. Alors, on va s'arrêter là et en annonçant que dimanche prochain, nous allons essayer dans la partie des constructions en tout cas, de prendre conscience de la réelle possibilité que nous avons de changer les choses. On a enlevé de notre esprit notre capacité à prendre le pouvoir, à prendre notre vie en main, à évaluer la force dont nous disposons avec nos jeunes diplômés, avec ceux qui ne le sont pas, mais qui sauront s'engager pour défendre leur pays quand on leur donnera une voie d'épanouissement. Nous avons confiance en cela et maintenant il nous faut avoir une stratégie. Par quoi commencer? Que faire chacun? Dans quelle direction? Comment résoudre les contradictions au sein du peuple, etc. Mais ça, ce sera dimanche prochain que nous l'aborderons. Merci de votre attention.